Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Fonds de recherche du Québec et de son partenaire, le ministère de l'Éducation du Québec, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances qui permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus de deux recherches menées dans le cadre du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire. Nous entendrons tour à tour Geneviève Carpentier de l'Université de Montréal et Catherine Rattel de l'Université Laval pour une rencontre qui prendra fin autour de midi. Je suis Karine Gendron, responsable de programme à la Direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec, puis c'est avec plaisir que j'animerai la rencontre d'aujourd'hui. Il est intéressant de savoir que depuis la première édition du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire en 2002, 10 appels de propositions ont été lancés à la communauté scientifique permettant le financement de plus de 180 recherches. Précisons que le ministère de l'Éducation du Québec a financé la totalité de ces recherches. Nous les remercions d'ailleurs de s'engager dans le soutien de la recherche et de reconnaître son importance afin d'éclairer les décisions, les stratégies, les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens. L'objectif principal du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire est de développer des connaissances afin de favoriser la réussite des élèves, des étudiantes et des étudiants au cours de leur cheminement scolaire à tous les ordres d'enseignement, ainsi que de contrer l'abandon de leurs études avant l'obtention du diplôme ou de la qualification convoitée. Le programme mise tout particulièrement sur la création de partenariats entre le milieu de recherche et le milieu pratique et sur l'appropriation et l'application concrète des résultats de recherche dans le milieu scolaire. Vous aurez peut-être compris que ce programme s'inscrit dans la programmation des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Aux actions concertées, ce sont les partenaires qui définissent les objectifs et les besoins de recherche du programme, alors que le fonds est quant à lui responsable de la gestion du financement, allant de la coordination des comités d'évaluation des dossiers déposés à l'organisation des différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères et de différents milieux. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et des chercheuses. Sur ce point, même si elles reçoivent leur financement d'un ministère, les personnes titulaires d'un octroi sont seules responsables du contenu de leurs travaux et sont libres de présenter leurs résultats par différents moyens jugés opportuns. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une rencontre de transfert des connaissances permettant de favoriser l'appropriation des connaissances dans les milieux et par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, un grand nombre de personnes sont avec nous en ligne. Vous êtes même plus de 200 qui vous êtes inscrites à cette activité qui pourraient la revisionner un peu plus tard. Et vous provenez de milieux diversifiés, ce qui est très stimulant, puis qui promet une période de questions, d'échanges assez riche. Ces échanges, nous les encourageons d'ailleurs. Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe disposera de 30 minutes de parole, suivi d'un 15 minutes pour les échanges pour la période de questions. Je suis accompagnée aujourd'hui de Caroline Bégin, responsable du programme de recherche en littératie à la direction des politiques de la prospective, de la veille et de la recherche au ministère de l'Éducation. Elle a généreusement accepté d'animer la période d'échange, se proposant ainsi d'être votre porte-voix puisque vos questions seront à inscrire dans la boîte de discussion. Vous constaterez que vos caméras, vos micros ne peuvent s'activer puisque nous enregistrons la séance pour la rediffuser sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque la période de questions ne sera pas enregistrée, ne sera pas rediffusée. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à l'ensemble des participants et des participantes. Elles ne sont accessibles qu'aux panélistes que vous voyez à l'écran. N'hésitez donc pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête pendant la présentation, même si nous n'y répondrons qu'à la toute fin.
Je suis également accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est responsable des aspects logistiques et techniques de la rencontre. Elle pourra vous aider avec tout éventuel problème technique. Puis je la remercie d'ailleurs de veiller sur nous ainsi. On pourrait déjà passer à la première présentation, qui sera la présentation de Geneviève Carpentier de l'Université de Montréal et qui nous présentera son projet de recherche-action s'intitulant Favoriser la persévérance et la réussite scolaire par un environnement socio-éducatif sain, une recherche-action mobilisant des actrices de changement en matière d'enseignement durable. Je me permets, pendant qu'elle amorce son partage d'écran, de la présenter brièvement. Donc, Geneviève Carpentier est professeure agrégée à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Ses recherches se concentrent sur le phénomène de l'oubli dans le processus d'apprentissage des personnes apprenantes, qu'elles soient élèves, préscolaires, primaires, secondaires ou membres du personnel scolaire. Ces réflexions et ces projets portent principalement sur les pratiques enseignantes visant à soutenir le processus d'apprentissage et à en favoriser la durabilité. Elle est aussi accompagnée d'Annick Sirard. Après plus de 10 ans d'expérience en tant qu'enseignante de français au secondaire, Annick Sirard a embrassé le rôle de conseillère pédagogique au cours de la dernière décennie en mettant l'accent sur l'importance de rapprocher les milieux scientifiques et pratiques. Cette vision l'a amené à compléter une maîtrise et à s'investir aussi dans différents projets de recherche centrés sur le processus d'apprentissage et sur le développement professionnel. Vous aurez compris qu'elle a participé à la recherche qui vous sera présentée aujourd'hui. Donc, je vous remercie toutes les deux d'être avec nous et je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Merci beaucoup, Karine. Donc, c'est moi qui vais commencer la présentation de cette recherche-action sur l'apprentissage durable en disant qu'elle a pris naissance dans cette idée observée et documentée du manque d'engagement des élèves sur le plan affectif, cognitif et comportemental qui les amène, qui semble en fait les amener vers une non-réussite qui est souvent associée à un phénomène de l'oubli. Donc, les enseignants nous disent c'est comme si les élèves ne retenaient pas ou oubliaient ce qu'ils avaient appris. On a observé la situation et s'est rendu compte que plusieurs recherches ont étudié la question du non-engagement sous l'angle de la gestion des comportements dérangeants. Et des solutions, des avenues ont été proposées aux enseignants et aux enseignantes, mais les enseignantes avec lesquelles on a travaillé nous disaient qu'elles avaient parfois l'impression de forcer l'engagement des élèves dans leur apprentissage et elles souhaitaient pouvoir développer des gestes professionnels qui allaient permettre d'impliquer les élèves positivement dans un processus d'apprentissage où il allait être bien et que ce processus d'apprentissage-là allait être durable. Ce qu'elle nous nommait, en fait, c'est que parfois, en focalisant leur attention sur la gestion des comportements dérangeants, elles se détournaient de leur intention pédagogique. Donc, il nous a semblé souhaitable de miser sur le développement de gestes professionnels permettant de soutenir le processus d'apprentissage et sa durabilité, ce qui aurait des effets sur la gestion de classe. Donc, on va avec vous passer rapidement sur le contexte et les objectifs de recherche, puis aussi sur la méthodologie, parce qu'on veut prendre plus le temps de s'attarder aux principaux résultats de recherche et aux pistes d'action. Et on va ouvrir avec les nouvelles pistes de recherche, puis on va se garder un bon temps pour les questions, les commentaires et les conseils. Ça nous a amené cette démarche-là avec l'équipe école où le projet de recherche a eu lieu à identifier qu'on voulait vraiment développer des gestes professionnels et donc ce qui peut soutenir le développement de gestes professionnels, c'est le développement professionnel. Donc, on a voulu concevoir un dispositif de formation pour accompagner une équipe interprofessionnelle composée de plusieurs corps de métiers différents à propos des savoirs scientifiques sur le processus d'apprentissage et sa durabilité dans le but de bonifier et de développer les pratiques enseignantes qui vont favoriser une saine gestion de classe, une perception positive de la classe comme environnement socio-pédagogique par les élèves. Pour mener la recherche, on avait 5 objectifs spécifiques et aujourd'hui, les résultats qui vont vous être présentés touchent principalement le premier objectif et le deuxième objectif spécifique de recherche. Le 5e objectif portait sur le transfert et nous a amené à ouvrir les horizons. Donc, on va terminer la présentation des résultats en vous parlant de cette ouverture-là que le 5e objectif a entraîné. Et parce qu'on n'aura pas le temps de voir tous les résultats, on veut que vous sachiez d'entrée de jeu que vous aurez accès à l'ensemble de ces résultats-là par l'entremise de notre site Internet, donc qui vous sera donné à la fin de la rencontre.
Brièvement, la méthodologie de recherche montre très bien que d'une année à l'autre, dans les 3 ans de la recherche, il y a eu une augmentation du nombre de participants parce qu'il y avait un engouement qui avait été créé, ce qui nous a donc offert un bassin d'enseignants, mais aussi d'élèves très nombreux pour pouvoir faire plusieurs collectes de données qui ont été appuyées par différents outils de collecte là, au travers des années. Entre l'an 1 et l'an 3, il y a eu des collectes qui ont été faites à partir de ces différents outils de collecte de données-là. Et l'analyse des résultats nous a permis de mettre en lumière, l'analyse des données nous a permis de mettre en lumière les résultats dont Geneviève va vous parler dans les prochaines minutes. Merci, Yannick. Donc, notre premier objectif spécifique de recherche, qui était donc de concevoir, de co-créer un dispositif de formation et d'accompagnement avec les acteurs du milieu pour viser des nouveaux gestes ou des ajustements de gestes professionnels qui allaient soutenir le processus d'apprentissage et sa durabilité. Il faut savoir qu'un dispositif de formation et d'accompagnement, dans une optique d'ajustement de pratique qui est propulsé par le développement professionnel, a comme objectif principal de favoriser l'acquisition de compétences, de connaissances ou d'habiletés pour que les personnes apprenantes atteignent des objectifs qui sont précis, mais qui sont spécifiques à elles, en fonction de leurs besoins, de leurs exigences, de leur contexte scolaire. Donc, ce type de dispositif est conçu pour offrir un parcours qui est à la fois structuré, qui va au-delà de la transmission de connaissances, mais qui assure aussi un suivi qui est tantôt collectif, tantôt personnalisé, pour que chacun y trouve son compte selon son contexte. C'est ce qui fait qu'avec le dispositif, on peut accompagner à la fois des enseignants du primaire, du secondaire, mais aussi, comme le disait Annick, des équipes interprofessionnelles complètes où il y a des directions d'école, des conseillers pédagogiques, des orthopédagogues, des PEH qui trouvent leur compte ensemble à travers les 3 grandes composantes d'un dispositif qui sont le contenu de formation, de quoi on parle dans le dispositif, les modalités de formation, comment on fait vivre, et les postures d'accompagnement qu'adoptent les formateurs ou les personnes formatrices. Donc, d'abord, pour choisir le contenu de formation qui était au cœur du dispositif du présent projet de recherche-action, on s'est basé sur le modèle d'Escudier et de Basse du processus de mémorisation, qui nous dit que qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant, pour faire un nouvel apprentissage formel, il faut d'abord porter attention, enregistrer quelque chose dans notre mémoire de travail, tout ça, consolider et par la suite pouvoir le transférer dans d'autres contextes. Le contenu qui a découlé de ça était d'abord donc lié à l'attention, qui est la première étape de tout processus. Avec les enseignants, on a autant parlé, par exemple, de l'empan attentionnel. Combien de temps un adulte neurotypique ou un enfant peut porter une attention soutenue à quelqu'un ou à quelque chose? On a aussi réfléchi avec eux aux distracteurs cognitifs, affectifs, aux distracteurs qui sont plutôt au niveau externe, ce qui se passe dans la classe, les bruits, ce qui me dérange. On a aussi réfléchi avec eux par rapport à l'attention, à comment on pouvait à la fois la préparer, cette attention-là, la susciter et ensuite diriger l'attention à la bonne place. Malheureusement, que les élèves soient attentifs n'était clairement pas suffisant. On s'est ensuite questionné donc sur la ZPD, sur l'enregistrement. C'est là que sont débarqués dans le projet de recherche les fameux barils de singe de notre enfance, où on s'est questionné sur le fait que chaque nouvel apprentissage, chaque nouvelle habileté que je développe devait pouvoir s'accrocher à quelque chose qui existe déjà, à un déjà là. On s'est donc questionné avec les enseignantes sur la zone proximale de développement de leurs élèves, en sachant que pour apprendre quelque chose de nouveau, je dois pouvoir l'accrocher en sachant environ 70 à 85% déjà des choses que je vais apprendre. On a réfléchi aussi au morcellement d'habiletés. Quand on veut faire développer à nos élèves des compétences complexes ou des habiletés qui sont complexes, comment on peut morceler ces habiletés-là en petits bouts pour pouvoir s'accrocher tranquillement, pas vite, et développer ces compétences-là en demeurant dans la ZPD et donc en favorisant l'engagement des élèves qui se sentent à l'aise, qui se sentent respectés dans leur processus d'apprentissage. On a réfléchi avec eux au niveau de la consolidation, à l'importance de la répétition dans la consolidation. Mais pas une répétition de drill où on fait constamment la même chose. Des répétitions contextualisées, dans plein de contextes variés, avec des gens différents. Des répétitions qui faisaient du sens puis qui m'amenaient tranquillement, pas vite comme apprenant, à progresser finalement. On a réfléchi autant à la répétition du contenu, du savoir qu'on veut que l'enseignant ou qu'on veut que les élèves développent. On sait que ce savoir-là, on doit le répéter plusieurs fois, hein. On parle entre 5 et 7 fois la répétition de savoir dans un court laps de temps. Parce que les premières fois qu'on répète, les élèves en majorité sont en acquisition du vocabulaire et par la suite se mettent à comprendre.
On a parlé de répétition, donc, à plusieurs endroits dans les gestes professionnels pour amener les élèves tant à enregistrer qu'à consolider leurs apprentissages. On s'est rendu compte que pour que les élèves répètent plus, ils doivent se pratiquer plus. On a fait beaucoup le parallèle avec les enseignantes, avec tout le parascolaire, le sport. On se disait que pour devenir bon en ski, on ne doit pas juste avoir 40 minutes de cours théorique de ski puis se pratiquer 10 minutes par jour de ski. On devait plutôt faire l'inverse, d'avoir des rétroactions très claires, très ciblées pendant 10 minutes et skier pendant 45 minutes. Et là, ben, est venu le problème de, ils vont faire quoi, nos élèves, pendant 40 minutes? On ne peut pas leur demander d'être en silence, assis à leur place pendant 40 minutes pour consolider les apprentissages. C'est là que la coopération est devenue essentielle. Et là, ben, on s'est vite brisé à la barrière de nos élèves ne savent pas coopérer. Donc, on a dû travailler avec les enseignantes sur les types d'activités de coopération, les consignes qu'on offre. Qu'est-ce qu'il y a déjà dans le programme de formation de l'éducation québécoise sur les habiletés de coopération? Comment enseigner à nos élèves à vivre du socio-constructivisme? Comment les amener à être capables de co-construire ensemble des habiletés, des compétences? Pour l'enregistrement, la consolidation, mais aussi le transfert, on a parlé avec les enseignantes comme contenu du stress, les effets du stress sur le processus d'apprentissage. Comment il peut être un moteur? Lorsque je suis dans la bonne zone de stress, je sais que c'est un moteur, que je peux mieux performer. Mais comment un stress trop élevé, un taux de cortisol trop élevé peut finalement bloquer ma mémoire de travail ou prendre trop d'espace dans ma mémoire de travail pour que je puisse plus me rappeler ce que je me rappelle déjà. Donc, on a essayé de travailler avec elle, de voir comment transformer le stress en un moteur positif. Finalement, on a parlé aussi de rétroactions, des rétroactions qui sont précises, ciblées, qui arrivent à des bons moments, des rétroactions qui sont offertes certes par l'enseignante, mais aussi et surtout par des élèves, des équipes stables qui peuvent s'offrir des rétroactions précises, ciblées, intéressantes. Et on a parlé du questionnement à travers tout ça. En termes de modalités de formation, donc comment ça se vivait pendant les journées de formation? On a réfléchi autant à des modalités de formation pour transmettre certains éléments de savoir, donc de l'enseignement direct ou de l'apprentissage par découverte, par exemple. Mais on a aussi réfléchi à des modelages. Modelage direct, donc faire vivre au personnel scolaire exactement des activités qu'ils pourraient vivre, elles, le lendemain matin dans leur propre salle de classe. Mais aussi du modelage indirect par tout ce qu'on faisait le reste du temps. On a essayé d'incarner dans nos propres gestes de formateurs et de formatrices ce qu'on aimerait qu'elles fassent. On a essayé donc de faire attention à leur emploi intentionnel, de capter leur attention comme il faut, d'utiliser nous aussi la répétition, de la rétroaction qui était ciblée. Et finalement, ben, pour propulser la dernière modalité, c'était tous les éléments qui sont liés aux pratiques réflexives. Donc, que ce soit le cahier réflexif qui servait plus d'un point de vue individuel à noter leurs objectifs, mais aussi l'analyse réflexive qui se faisait en équipe avec le modèle de Cortagon et Vasalos. Le temps de partage entre collègues faisait aussi partie de ces moments de réflexion-là. Et finalement, dans le dispositif, ben, il y avait nos postures de formatrices, nos postures d'accompagnatrices. Donc, on sait qu'il faut varier les postures, il faut que ces postures-là soient en adéquation avec les besoins des enseignants conformes. Donc, parfois, on adoptait des postures un peu plus directives où on leur montrait la marche à suivre, comme le dirait Vivinis, par exemple. Mais parfois, on adoptait une posture plutôt de guide, où on les laissait aller, où on essayait plutôt de les questionner ou quoi que ce soit, ou une posture d'escorte. Pour l'objectif spécifique 2, où on voulait voir l'évolution de ces gestes-là, on a autant regardé des pratiques déclarées par des entretiens, par exemple, où les enseignantes nous expliquaient ce qu'elles avaient changé ou ajusté dans leur pratique, que des pratiques effectives, où on a fait de la vidéoscopie avec les enseignantes à l'an 1 et à l'an 3, pardon. Au niveau des changements déclarés, évidemment, je n'aurai pas le temps de passer à travers tout ça. On a mis dans ce tableau-là, mais ils sont aussi très bien documentés dans le rapport et dans d'autres écrits qu'on pourra vous mettre tantôt en lien. On a essayé de documenter les changements qui faisaient assez l'unanimité, que la majorité des enseignantes avaient essayé dans leur salle de classe. Concentrons-nous seulement sur les 2 premiers contenus de formation, par exemple. Donc, au niveau de la zone proximale de développement, du morcellement d'habileté dont je vous parlais un peu plus tôt, mais les enseignantes nous ont dit avoir un peu changé leur planification, avoir essayé de planifier en fonction des besoins des élèves, mais pas juste des besoins cognitifs des élèves, des besoins de réussite des élèves, des besoins d'engagement des élèves. Donc, de dire, ben là, je vais organiser une activité qui, je sais, va être un peu plus facile, mais vite, l'ensemble de mes élèves va vivre une belle réussite. Et là, après ça, je vais proposer quelque chose d'un peu plus complexe, en sachant que là, l'engagement comportemental va être un peu plus présent.
Ils ont essayé d'augmenter les retours sur les connaissances antérieures, voire même de réenseigner certains contenus préalables. Ce qu'ils nous disaient en majorité, c'est que c'est quelque chose qui faisait déjà réenseigner des contenus préalables, mais souvent, sans le vouloir nécessairement, en faisant un peu sentir mal les élèves, en leur disant je ne peux pas croire qu'il faut que je renseigne ça alors que vous avez vu ça l'année dernière, mais bon, on va prendre du temps un peu là-dessus. » Alors que là, ils faisaient un peu la même chose, mais en normalisant ce processus-là, en disant c'est normal que ce soit loin dans votre tête, mais vous allez voir que quand on va recommencer à en parler, ça va revenir vite, les éléments vont revenir plus rapidement. Donc, ce n'était pas nécessairement tout le temps des changements, des fois c'était des gestes qu'ils faisaient déjà, mais qui ont changé plutôt l'intention, la conscientisation de ce geste-là. Au niveau de l'attention, par exemple, où elles ont clairement enseigné à leurs élèves c'était quoi l'attention. Ça ressemblait à quoi dans un cerveau d'enfant? Porter attention. Mais ils ont aussi, avec les élèves, fait des activités pour partir à la recherche des distracteurs dans leur salle de classe, essayer de les éliminer le plus possible, essayer de réaliser quelle même était souvent une grande distraction pour certains élèves dans leur salle de classe. Finalement, ils ont aussi essayé, au niveau de l'attention, de laisser plus de place aux élèves en diminuant leur temps de parole, donc en parlant moins pour que les élèves soient plus attentifs pendant qu'elles parlent, mais après ça, de partager l'espace dialogique, hein, que faire en sorte que les enseignants parlent un peu moins et que les élèves parlent plus, parce qu'on sait que c'est lorsque j'explique quelque chose à quelqu'un, lorsque je me mouille, que je suis en processus et que je suis clairement actif et engagé. Cet engagement-là vers l'espace dialogique que les enseignantes nous ont beaucoup parlé lors des entretiens en disant « je laisse beaucoup plus la place aux élèves en salle de classe », on est aussi allé la mesurer dans les pratiques effectives des enseignants. Donc, on est allé avec la vidéoscopie, regarder à l'an 1 et à l'an 3, l'espace dialogique. Pour y arriver, on a mesuré à la seconde près les temps de parole. On a créé des catégories que vous voyez ici à l'écran. D'abord, la catégorie 1 qui est quand l'enseignant parle à tous les élèves en même temps, mais aussi à peu d'élèves à la fois. Catégorie 2, où quand c'est un seul élève qui parle, soit à toute la classe en posant une question, par exemple, et que tous les autres sont en silence, ou à une seule personne. La troisième catégorie, c'était quand tous les élèves parlaient, soit à l'unisson, soit avec des échanges en sous-groupe. Et finalement, l'absence dialogique, quand il y a un silence complet dans la classe. Lorsqu'on regarde les résultats, on se rend compte que à la première ligne, la première catégorie, donc l'enseignante à toute la classe, il y a eu une diminution d'environ 10 entre l'an 1 et 3 dans le temps de parole que les enseignants ont pris. Ce qui pour certains est beaucoup, ce qui pour d'autres peut être pas beaucoup. L'idée derrière ça, c'est plutôt d'aller voir la ligne 3B, où au temps 1, 0% du temps de nos vidéos étaient des moments où des élèves en sous-groupe parlaient d'éléments pédagogiques. Et au temps 3, c'était 39,2% du temps où là, les élèves étaient actifs dans la salle de classe, pratiquaient, co-construisaient, étaient en coopération. Donc, ce 39,2% du temps supplémentaire, ils ne sont pas juste allés le chercher dans le temps de parole qu'eux avaient. Ils sont allés le chercher dans plusieurs endroits. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'autant ils nous ont dit on essaie de faire plus parler nos élèves, qu'autant dans ce qu'on constate dans les vidéos, c'est le cas. Les élèves parlaient beaucoup plus, étaient beaucoup plus actifs dans leurs apprentissages au temps 3. On s'est donc questionné parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé avec les enseignantes des très grandes différences dans les ZPD des élèves que forment leur groupe classe. On s'est donc demandé, pendant ce nouveau temps de classe où les élèves sont en co-construction, en train de travailler ensemble, que font les enseignantes? On est donc allé voir, pendant ces moments-là, l'enseignante, est-ce qu'elles intervenaient? Est-ce que les enseignantes passaient de sous-groupe en sous-groupe? Environ la moitié du temps de ce travail d'équipe-là, les enseignantes prenaient des notes ou observaient, mais ne parlaient pas. Environ 44% du temps de ce travail d'équipe-là, les enseignantes, par contre, faisaient des interventions, réexpliquaient ou quoi que ce soit. Ces interventions-là, on les a classées en catégories pour savoir, lorsqu'elles interviennent, est-ce qu'elles interviennent sur l'enseignement, sur un rappel de consignes, sur des comportements ou sur autre chose, l'intercom ou quoi que ce soit. On était content de voir que dans la très grande majorité du temps, 81,4% du temps, les interventions des enseignantes pendant ces moments-là de travail d'équipe visaient à consolider, réexpliquer, donner une consigne plus précise ou plus claire, pousser un élément de façon un peu plus précise ou au contraire, revenir un peu en arrière et réenseigner quelque chose à certains élèves. Finalement, on est aussi allé voir les postures d'étayage pour cet objectif-là, où on a regardé comment les enseignants se comportent dans leur salle de classe pendant qu'elles sont en train d'enseigner, donc pendant les vidéos. À l'an 1, 83% du temps, les enseignantes étaient dans une posture de contrôle. Une posture de contrôle, on la remarque par
une monopolisation souvent du temps de parole, un enseignement qui est très directif, dirigé, où c'est l'enseignante qui cherche la bonne réponse, qui décide qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler. Dans les recherches, la posture de contrôle est souvent attribuée à une atmosphère de classe qui est un peu plus tendue. Cette posture-là a fondu en 3 ans. Elle est passée de 83 à 7,8 du temps lorsqu'on est allé filmer à l'an 3, au détriment de 2 autres postures qui étaient très, très marginales à l'an 1. La posture d'enseignement, qui est une posture où je fais développer le savoir, je questionne, j'enseigne en faisant attention à la ZPD de mes élèves, je modélise et tout ça. Et 40 du temps, pardon, à une posture d'accompagnement. Donc, une posture où les élèves sont en travail d'équipe et l'enseignante guide, questionne, rétroagit ou réenseigne certains contenus de façon plus claire pour certains élèves en particulier. Donc, ce très grand changement-là concorde exactement avec ce que les enseignantes nous avaient dit, donner beaucoup plus de place aux élèves, être dans une classe où les élèves avaient plus de plaisir à apprendre et où ils apprenaient de façon plus, on va dire, plus engagée, plus engageante. Finalement, notre 5e objectif qui était de transférer le dispositif dans d'autres écoles, parce que dès le départ, on se disait, ces fonds publics-là ne peuvent pas servir qu'à un milieu. Ça serait vraiment intéressant de voir comment, d'entrée de jeu, on peut aller voir que d'autres écoles puissent bénéficier de ce qu'on est en train de faire. Donc, depuis le début, le dispositif qui avait été fait dans une école a par la suite été fait dans 3 écoles. Cette année, il est fait dans 13 écoles et là, c'est en train de grossir. On est en train de regarder comment on peut mettre à l'échelle. On y reviendra un peu plus tard dans les pistes de recherche futures. Mais ce dispositif-là a aussi été présenté dans 3 centres de services scolaires auprès de l'ensemble des conseillers pédagogiques des centres de services scolaires qui l'ont vécu. Donc, ça fait plus de 130 conseillers pédagogiques qui ont vécu le même dispositif dont on vient de vous parler. Donc, ça fait un peu le tour pour les résultats qu'on avait le temps de vous présenter aujourd'hui. Merci Geneviève. Et on a poursuivi la réflexion à la lumière des résultats de recherche que Geneviève vient de vous présenter, mais aussi des autres résultats de recherche pour essayer d'extraire les pistes d'action qui pouvaient être formulées. Et il y a 5 catégories de pistes d'action qui ont émergé. La première, vous la voyez à l'écran, ce sont les pistes d'action liées au contenu. Le fait d'avoir convié pour cette formation-là des contenus liés à la psychopédagogie et aux sciences cognitives a fait en sorte que les contenus étaient tellement transversaux aux pratiques de tout un chacun des participants dans la recherche-action qu'ils pouvaient s'intégrer à leurs pratiques existantes. Donc, ça a facilité, ou en tout cas, ça a fait en sorte qu'il y a eu une large mobilisation des connaissances acquises pendant les rencontres de formation. La preuve, c'est que ces contenus-là abordés, dont Geneviève vous a parlé, ont trouvé écho dans la pratique d'enseignants du primaire, mais aussi d'enseignants du secondaire maintenant, dans la pratique de PEH, de TES, de techniciennes en service de garde, des directions d'école aussi. Donc, plutôt que d'offrir une pratique ou un dispositif qui était précis, lié à une discipline, le fait d'avoir abordé des contenus qui étaient transversaux a permis à chacun de pouvoir l'intégrer dans sa propre pratique. Ici, vous voyez le premier exemple de préparer, susciter et diriger l'attention. Geneviève vous en a parlé en lien avec l'attention tantôt. Concrètement, il y a des enseignantes qui ont, pour préparer l'attention des élèves, maintenant intégré le retour de l'heure du dîner avec une lecture qu'ils vont faire à voix haute à leurs élèves, parce que pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'élèves qui sont appelés par la TES pour gérer les conflits ou les enjeux qu'il y a eu sur l'heure du dîner. Donc, le temps de la lecture permet aussi à ces élèves-là de revenir. À la fin de la lecture, tout le monde est prêt à faire un apprentissage. Donc, préparer l'attention, c'est une façon de faire qu'une enseignante a intégré dans sa pratique. D'autres le font différemment. Susciter l'attention, il y en a certains qui ont intégré des gestes, des phrases clés, mais il y en a d'autres qui ont utilisé les interrupteurs qui génèrent de la lumière quand on active le bouton. Et là, à ce moment-là, les élèves savent que quand la lumière est allumée, c'est un nouvel apprentissage qu'on fait. On doit être très attentif à ça. Donc, susciter l'attention. Et ensuite, l'enseignante dirige l'attention. Il y en a une cette semaine qui nous disait que maintenant que je dis aux élèves à quoi porter attention, je les vois davantage engagés quand je leur mentionne. Et des directions utilisent aussi cette idée-là de préparer l'attention, susciter l'attention, diriger l'attention dans leur assemblée générale, par exemple. Donc, une première piste d'action qui est liée au contenu, des contenus transversaux facilite une mobilisation très large, peu importe le corps d'emploi. Un deuxième regroupement
est lié, un deuxième regroupement de pistes d'action est lié à l'accompagnement. Donc, quand on accompagne des adultes, c'est aussi un processus d'apprentissage qu'on accompagne. Et on s'est rendu compte dans les modalités dont Geneviève vous parlait tout à l'heure, qu'un petit nombre de modalités répétées au fil des rencontres pouvait faciliter l'acquisition des apprentissages et faciliter aussi le transfert. Et ces modalités-là doivent permettre à la fois de faire connaître du contenu, de faire réfléchir les gens au contenu, mais aussi de leur faire vivre ce contenu-là. Donc, on cherchait à leur donner accès à des modèles par le modelage direct, quelque chose qu'on peut faire vivre aux adultes qui pourront refaire vivre à leurs élèves le lendemain, mais aussi à des modelages indirects où les formateurs travaillaient fort à devenir les modèles de ce qu'ils disaient, donc d'incarner ce qu'ils disaient. Les bobines, babines qui suivent les bottines qui suivent les babines, en tout cas. Voilà. Faire réfléchir, amener les participants à passer du temps sur une réflexion qui est dirigée, qui va les amener à vraiment traiter l'information, le contenu théorique qui leur a été présenté pour envisager le transfert dans leur pratique, donc vraiment se l'approprier. Donc, c'est avec des consignes très dirigées qu'on arrivait à faire réfléchir les gens de manière individuelle ou collective au contenu. Et la deuxième piste qui est juste en dessous, c'est celle d'orchestrer justement une alternance entre la posture apprenante et la posture professionnelle. On voulait que les gens participants puissent avoir le temps d'être apprenants et ensuite avoir le temps pendant les journées de formation d'être des professionnels, donc de traiter l'information pour le transfert. Mais le fait que le dispositif était sur 5 jours espacés un peu dans le temps, pas très espacés, assez rapprochés, permettait aux gens de partir de la formation et d'aller essayer des choses dans leur pratique en classe. Donc, cette alternance-là a aussi été très profitable entre les deux postures. Et la troisième piste, c'est celle de reconnaître et de légitimer les tentatives d'ajustement, donc quelque chose qui est plus proximal, qui est plus simple, qui est plus proche de la pratique peut avoir une grande influence sur l'engagement des élèves dans leur processus d'apprentissage. Des fois, les gens nous disaient que j'ai juste fait ça, mais ce ça-là avait des grands effets chez leurs élèves. Donc, de légitimer ces ajustements proximaux-là et aussi de légitimer les grands efforts et de montrer les grands efforts de changement qui nécessitent plusieurs rencontres parfois ou plusieurs essais en classe, plusieurs ajustements avant d'aboutir à ce que l'on souhaite. Donc, des pistes d'action liées à l'accompagnement. Une autre catégorie, ce sont les pistes d'action qui sont liées à la méthodologie, donc qui s'adressent davantage aux gens en recherche qui veulent observer l'évolution de la pratique enseignante qui est souvent difficile à saisir, tu sais, par quel bout on peut voir cette évolution-là. Quand Geneviève vous a présenté les résultats en lien avec l'objectif spécifique 2, elle a mis de l'avant le fait que d'observer comment l'espace dialogique est partagé dans une classe permet de voir la pratique enseignante sous un nouvel angle, mais aussi d'observer les postures d'étayage qui sont utilisées par l'enseignante au fil de la leçon, permet d'observer la pratique autrement. Il y a une troisième piste d'action qui a émergé, qui est associée à des résultats qu'on ne vous a pas présentés. Dans certains de nos objectifs spécifiques, on voulait voir l'évolution, par exemple, du sentiment d'efficacité professionnelle ou personnelle des enseignants, ou encore on voulait voir l'évolution de leur pratique en gestion de classe. Et on a au départ posé des questions du genre, est-ce que vous vous sentez capable de capter l'attention? Et là, les gens devaient nous dire tout à fait capable, plus ou moins capable, etc. Et ils nous ont dit au début qu'ils se sentaient tout à fait capables. Et à la fin, ils nous ont dit qu'ils se sentaient tout à fait capables. Donc, on n'a pas vu l'évolution avec ce type de questions-là qui vérifiait le sentiment ou encore le résultat perçu. Par contre, les enseignantes nous disaient qu'elles ne captaient pas du tout l'attention de la même façon et qu'elles se sentaient davantage efficaces quand elles le faisaient, mais au début, elles se sentaient aussi efficaces, c'est juste que là, elles le savaient qu'elles le faisaient différemment. Donc, la piste d'action ici, c'est de questionner la nature des pratiques plutôt que seulement l'impression ou le sentiment ou le résultat perçu au départ et à la fin pour pouvoir capter cette évolution-là dans les pratiques. La quatrième catégorie, l'avant-dernière, donc, est liée au rapprochement des milieux pratiques et scientifiques.
Deux pistes d'action très concrètes permettent un rapprochement plus grand entre les milieux pratiques et scientifiques. La première piste d'action, c'est de constituer un comité paritaire de recherche. Donc, d'avoir autant de chercheurs du milieu universitaire que de chercheurs du milieu pratique permet de garder cette proximité-là entre les deux milieux qui a l'air d'être très évidente parce que les deux sont interdépendants, mais ce n'est logistiquement pas simpliste. Il faut le prévoir. Donc, un comité paritaire de recherche permet le rapprochement et le fait d'engager aussi dans la diffusion des résultats, tant sur le plan des communications écrites qu'orales dans le milieu scientifique, les personnes du milieu de pratique, c'est aussi une façon qui a semblé pendant le cours de cette recherche-là rapprocher les milieux de pratique. Une dernière catégorie de pistes d'action qui a émergé de l'analyse de tous les résultats qu'il y a pu y avoir dans cette recherche-action-là, ce sont les pistes d'action qui sont liées au rayonnement d'une recherche. Donc, d'entrée de jeu, la proposition est d'inclure un objectif spécifique lié au transfert et de créer un comité de transfert. Geneviève vous a montré les portes qui se sont ouvertes à la suite et on va vous en reparler tout de suite après. Mais d'avoir cette idée-là d'entrée de jeu, de l'existence du transfert et de la volonté de transfert, ça fait en sorte que ça a accompagné les réflexions de tous les membres de l'équipe de recherche et du comité de transfert tout au long de la recherche-action, ce qui a donc favorisé ce transfert-là parce que ça n'a pas été en dernier recours qu'on y a réfléchi. Et la deuxième proposition d'action, c'est de planifier un plan de communication détaillé dès le début pour qu'il y ait une diffusion des résultats en continu au fil de la recherche-action. Voilà. Dernière minute pour vous parler des quelques pistes de recherche futures qu'on entrevoit. Donc, d'abord, il y a l'idée de mettre à l'échelle le dispositif pour évaluer si les résultats tendent à se répéter dans d'autres contextes. C'est ce qui est au cœur de la chaire Cadence, une chaire de recherche dont nous sommes co-titulaires, une chercheuse des milieux pratiques, une chercheuse des milieux universitaires, et de la rédaction de la demande du MEI qui est à remettre pour la fin du mois de mai. La deuxième piste de recherche était de documenter les retombées chez les élèves, parce que trop souvent, on s'arrête aux retombées perçues ou effectives des enseignants, mais on ne va pas jusqu'à voir est-ce que ça a des effets sur les élèves. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Donc, on est allé chercher du financement CIRCA, CRSH, et des collectes de données sont en cours dans ce qu'on est en train de faire dans les 13 écoles pour voir quels sont les effets sur les élèves de ces changements de pratique-là. On a aussi comme piste d'action d'élaborer et de valider des outils de collecte de données qui permettent d'accéder aux pratiques effectives, mais cette fois-ci en gestion de classe, qui a été beaucoup plus difficile dans le projet. Et finalement, on veut continuer à pouvoir accéder aux rouages du développement professionnel pour mieux comprendre ce qui influence les changements, les pratiques réelles. Donc, on est aussi en collecte de données en cours, mais pour nous, il y a une très grande importance qui doit être mise dans les prochaines années à faire des recherches qui permettent de voir comment concrètement la formation continue peut réellement amener des ajustements ou des changements de pratiques chez les enseignants. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre temps et on est très curieuse d'avoir vos questions, vos commentaires et vos rétroactions, conseils. Donc, nous aurons maintenant la chance d'entendre la prochaine équipe, c'est-à-dire l'équipe de Catherine Rattel de l'Université Laval, qui nous présente son projet de recherche intitulé Rôle des processus motivationnels sous-tendant la participation scolaire des parents et leurs impacts sur le fonctionnement des instances scolaires et la réussite des élèves. Je peux présenter rapidement l'équipe. Vous allez voir, les personnes sont nombreuses autour de l'écran. Donc, pour Catherine Rattel, elle est professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Ses recherches portent sur le développement motivationnel et vocationnel des jeunes, ainsi que sur le rôle des parents dans le parcours scolaire de leurs enfants. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les pratiques parentales et les trajectoires scolaires et vocationnelles et se spécialise dans la conduite de vastes enquêtes longitudinales multirépondants. Elle est également responsable de l'équipe développement du plein potentiel en contexte éducatif. Elle est accompagnée de son collègue Stéphane Duchesne, qui est professeur titulaire en adaptation scolaire. Il s'intéresse à l'apport des facteurs contextuels, école, famille, dans la qualité de l'expérience scolaire et socio-émotionnelle des élèves durant les transitions scolaires. Il a dirigé plusieurs études longitudinales et s'est spécialisé dans la recherche interventionnelle auprès du personnel enseignant et des parents. Il les accompagne également.
non, les accompagnent également, désolé, deux professionnels de recherche, donc Geneviève Boisclair-Châteauvert et Noélie Lemardelet. Geneviève Boisclair-Châteauvert œuvre au sein du laboratoire de Catherine Rattel depuis 2011. Après un baccalauréat en psychologie, elle a obtenu une maîtrise en psychopédagogie où son mémoire de recherche portait sur le mentorat. Elle assure la coordination des projets de recherche du laboratoire, notamment de celui de l'étude PS Parents, dont les résultats sont présentés aujourd'hui. Elle a participé à l'élaboration de ce projet, à sa mise en place, aux analyses, à la rédaction du rapport de recherche. Quant à Noélie Lemardelet, elle est professionnelle de recherche auprès de Catherine Rattel depuis septembre 2023. Après un baccalauréat en sciences de l'orientation, elle a poursuivi une maîtrise avec mémoire en mesure et évaluation à l'Université Laval. Son mémoire de recherche s'intéressait à l'adaptation des élèves lors de la transition vers les études collégiales. Dans le cadre du projet PS Parents, elle a participé à la collecte et au traitement des données, ainsi qu'aux analyses en vue du rapport de recherche. Donc, je vous remercie d'être aussi nombreux, nombreuses parmi nous, puis je vous laisse présenter les résultats de votre recherche pour les 30 prochaines minutes. Merci beaucoup. Donc, je trouvais mon titre très long et finalement, dans le fond, on va parler du nom que nous, on a donné à ce projet-là, qui est PS Parents, qui porte sur la participation scolaire des parents. Donc, je suis accompagnée de Stéphane, Noélie et Geneviève, mais il y a d'autres co-chercheurs dans ce projet-là qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc, il y a André Plamondon, qui est professeur à l'Université Laval en psychoéducation, pardon. Isabelle Archambault, qui est professeure en psychoéducation à l'Université de Montréal, et Julien Bureau, qui est professeur en mesure et évaluation à l'Université Laval. Aussi, très important dans ce projet-là, on a de nombreux partenaires, dont la Fédération des comités de parents du Québec, le regroupement des comités de parents autonomes du Québec, le English Parents Committee Association, on a aussi la Fédération des centres de services scolaires, le CETREC, mais on a aussi tissé des liens au fil là, de ce projet-là avec le réseau des IRC et différents organismes communautaires qui sont liés à la famille, décrochage scolaire, etc. Donc, on parle aujourd'hui, on fait comme une petite transition vers les parents. Donc, les parents et l'école. Pourquoi on parle des parents? Donc, on reconnaît au ministère de l'Éducation que le parent, c'est le premier éducateur de l'élève, on le place là vraiment au cœur de la réussite de l'élève. Ça a pris la politique de la réussite éducative pour avoir officiellement à l'écrit quelque chose qui nous disait, ben oui, le parent est important, c'est un acteur clé. Et il va agir positivement de différentes façons, notamment par l'adoption d'une attitude positive envers l'école, son rôle de modèle, etc. Donc, quand on a proposé ce projet-là, on était dans l'ancienne version du plan stratégique du ministère et on parlait notamment beaucoup de l'importance des parents dans la structure scolaire, par exemple au niveau du conseil d'établissement. Et cette version-là du plan stratégique visait vraiment à renforcer ce lien-là avec les parents via la gouvernance scolaire. Et maintenant, dans la nouvelle version là, du plan stratégique, on a vraiment mis de l'avant l'importance de l'engagement parental et des relations qui vont unir les familles, le milieu éducatif, il y a aussi le lien avec la communauté. Donc, on voit que de plus en plus, dans une perspective plus officielle, le milieu de l'éducation taille une place importante pour le parent. Et dans l'appel de proposition là, sur lequel on avait proposé cette recherche, on cherchait vraiment à mieux comprendre comment ça se passait dans les conseils d'établissement. Donc ici, on parle d'engagement parental, mais l'engagement du parent, ça peut se faire de différentes façons. Oui, directement auprès de l'enfant, et c'est lui qui va en récolter les principaux bénéfices. Donc, dans toutes les recherches là, qui s'intéressent à l'importance de l'implication du parent et certaines variables scolaires, les résultats sont quand même robustes, à savoir que l'enfant qui réussit bien, qui progresse bien, c'est un enfant
dont les parents sont très impliqués, là. Donc, cette implication-là, oui, directement via des devoirs, les leçons, discuter de l'école, mais aussi au niveau du lien avec le personnel enseignant et la participation aux différents comités ou instances scolaires. Donc, on peut avoir des instances décisionnelles comme le conseil d'établissement, mais aussi des instances consultatives comme l'organisme de participation des parents, donc l'OPP, c'est comité de service de garde, peu importe. Donc, ce qu'on a vu, nous, dans la littérature, c'est qu'il y a quand même peu de recherches sur ce type d'implication des parents là, dans la structure scolaire. Et c'est vraiment ça qu'on cherchait vraiment à mieux comprendre. Donc, ce qu'on appelle la participation scolaire du parent, oui, elle peut se faire de façon informelle, mais ici, étant donné ce que l'appel de proposition aussi demandait, on s'est surtout concentré sur l'implication des parents dans les instances décisionnelles comme le conseil d'établissement. Quand on prend le pouls des milieux, qu'est-ce qu'on réalise? C'est qu'il y a différentes préoccupations par rapport à l'implication des parents dans la gouvernance scolaire, en termes notamment de la difficulté de certains milieux à aller recruter des parents pour faire partie du conseil d'établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le conseil d'établissement n'a pas suffisamment de parents, donc n'a pas quorum, ne peut pas tenir ses rencontres et il y a des décisions importantes pour l'école qui ne pourront pas être prises. Donc, on a de la difficulté souvent à aller chercher des parents. Des fois, ben, on a de la difficulté à les garder. On est élu pour un terme de 2 ans, typiquement. Donc, l'attrition est quand même là. Pas dans tous les milieux, mais dans certains milieux. Donc, on a des difficultés au niveau de l'assiduité, par exemple, aux rencontres. On a aussi une préoccupation par rapport à la représentativité des membres du CE qui sont parents versus la communauté de parents de l'école. Donc, toutes ces préoccupations-là qu'on essaie de peut-être adresser avec un angle scientifique, nous, ce qu'on voyait beaucoup, c'est un aspect motivationnel, hein, parce que faire partie d'un conseil d'établissement, ça demande quand même du temps, ça demande de l'énergie. Il faut s'investir dans la vie de l'école, dans les activités, assister à des rencontres, lire, analyser des documents. Donc, ça demande une motivation quand même substantielle. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de comprendre la participation scolaire des parents sous un angle motivationnel. Il y a aussi la question du recrutement. Pourquoi il y en a si peu qui s'impliquent? Et encore là, dans certains milieux, ben, c'est toujours lors de l'Assemblée générale des parents en début d'année qu'on va constituer le conseil d'établissement, ou disons le côté parent. Donc, certains vont même refuser d'aller à l'Assemblée générale pour ne pas y copier d'un rôle sur le conseil d'établissement tellement il y a peu de candidats qui se proposent. Donc, on réalise que souvent, c'est les mêmes parents qui vont avoir plusieurs chapeaux, qui font partie du conseil d'établissement, qui vont être dans l'OPP, qui vont faire du bénévolat dans l'école. Donc, on a essayé d'apporter un regard motivationnel à cet aspect-là aussi. Donc, on s'est basé d'une part sur la théorie de l'autodétermination pour comprendre la motivation des parents. Donc, ce cadre-là, on l'a surtout utilisé pour comprendre ceux qui sont au CE, comment ça va se passer pour eux. Donc, cette théorie-là a une particularité, c'est de voir la motivation, pas juste en termes d'intensité, mais en termes de qualité. Donc, on peut être très motivé, mais avoir des motivations de moins bonne qualité. Et les motivations qu'on va dire plus de qualité, c'est des motivations qu'on dit autonomes, donc qui sont basées sur la volonté de la personne, ou est-ce qu'on s'investit parce qu'on trouve ça plaisant, parce qu'on trouve ça important, que ça fait partie de nos valeurs. Donc, c'est ce qui est lié à des conséquences positives au niveau cognitif, affectif, comportemental. À l'inverse, les motivations qu'on dit contrôlées, c'est des motivations qui sont ancrées dans des pressions. Donc, on agit pour réduire des pressions qui peuvent être auto-imposées, un sentiment d'obligation, une culpabilité, ou encore qui viennent de l'environnement. Donc, parce qu'on peut recevoir des bénéfices ou qu'on veut éviter des conséquences négatives. En fait, il y a la motivation.
en un mot. Ça, c'est quand le comportement est encore là, mais la personne ne sait pas vraiment pourquoi elle fait l'action ou s'engage dans une activité, et c'est un bon prédicteur de l'abandon. Donc, la qualité de la motivation requiert que nos besoins psychologiques fondamentaux soient satisfaits. Tout individu a besoin de se sentir autonome, donc à l'origine de ses actions. Compétent, donc quand il fait quelque chose, il se produit des conséquences souhaitées. Et aussi un besoin d'appartenance sociale, donc de développer des liens positifs et réciproques avec des personnes importantes dans son environnement. Donc ça, c'était un des aspects motivationnels qu'on regarde chez les parents membres du CE. Pour ce qui est de la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on s'engage ou pas dans un CE, on a pris le cadre théorique du modèle attente-valeur pour représenter ce que nous, qu'on appelle dans le fond les barrières et les facilitateurs. Cette théorie-là propose que l'engagement de la personne est fonction de deux gros processus. D'une part, les attentes. Est-ce que je sens que je suis capable de faire la tâche? Donc, pour un parent au CE, est-ce que je sens que je suis capable d'agir sur un CE, de participer, de remplir les exigences de ce rôle-là? Et l'autre processus, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que pour moi, ça donne quelque chose? Et c'est un ratio entre des valeurs et des coûts. Donc, nos barrières facilitateurs se trouvent beaucoup du côté des valeurs. Donc, est-ce que d'une part, ça va me permettre de retirer quelque chose? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est plaisant? Donc, il y a une petite similarité avec les types de motivation de la théorie de l'autodétermination, mais il y a aussi l'aspect des coûts. Donc, qu'est-ce que ça me coûte de faire l'activité? Et les coûts doivent être inférieurs aux valeurs. Donc, ça peut être des coûts financiers, des coûts sociaux, en termes d'efforts, des coûts émotionnels et psychologiques. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est, bon, on avait cette hypothèse motivationnelle-là, puis les barrières, etc. Puis on voulait savoir, est-ce que on est dans le champ ou est-ce que quand on parle des parents, à des parents de leur implication dans la gouvernance scolaire, est-ce que c'est ce qu'on entend? Est-ce qu'il y a des éléments motivationnels? Donc, on a fait des groupes de discussion, des focus groups, avec des parents d'un peu partout dans la province. Donc, maintenant, la technologie nous permet de regrouper des gens de différents milieux. Et on leur a demandé de nous parler comment ça se passait aussi, leur implication, comment ça fonctionnait. Et on a analysé le contenu là, de ces échanges-là pour faire ressortir, dans le fond, ce qu'on voyait, là, c'est que l'ensemble des motivations autonomes, contrôlées ou de la motivation, on les entendait dans leur discours. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans les motivations autonomes, c'est surtout ce qu'on appelle la régulation identifiée, c'est vraiment axé sur l'importance de l'implication. Donc, les parents vont surtout manifester cette motivation autonome-là, puis au niveau des motivations contrôlées, c'est surtout la régulation externe, donc les bénéfices qu'ils peuvent en retirer. On a aussi analysé leur verbatim pour comprendre qu'est-ce qui semblait être des barrières ou des facilitateurs. Donc, il y a une panoplie d'éléments qui sont ressortis et la petite ligne verte, c'est pour cet élément-là invoqué comme étant facilitant. La petite barre rouge, c'est en termes de barrière. Donc, un même élément, des fois, pouvait être ressorti comme facilitant ou brimant la participation des parents. Donc là, encore là, on était rassurés de voir, ben, de s'intéresser aux barrières facilitateurs, ben, on était dans une direction qui était quand même prometteuse. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ici, on a un devis qualitatif avec très peu de participants, donc on ne peut pas faire aucune généralisation à l'ensemble du système, mais ça nous rassurait qu'on était dans une voie à poursuivre. Donc, c'est pour ça qu'on a par la suite poursuivi avec un échantillon qui nous permet de faire de la généralisation. Donc, avant ça, ce qu'on s'est dit, en examinant l'appel de proposition, le ministère parlait beaucoup du fonctionnement du CE, puis on s'est questionné, mais c'est quoi ça, le fonctionnement du CE? Donc, on s'est intéressé à cette mesure-là, de voir comment on va pouvoir mesurer l'ensemble de ce qu'on entend par fonctionnement du CE. Et là, on est allé voir, bon, d'une part, dans la définition des rôles et responsabilités des membres du CE sur le site du ministère, on s'est aussi penché dans la littérature organisationnelle, qu'est-ce que c'est le fonctionnement d'un organisme, et aussi on s'est appuyé sur ce qui a ressorti des groupes de discussion.
Donc, on a développé avec ces 6 dimensions-là une mesure du fonctionnement du CE. Donc, ça implique des éléments comme l'engagement organisationnel, la confiance relationnelle, le rôle et la responsabilité des membres et envers eux-mêmes et aussi envers l'école. Et on a mesuré aussi l'aspect d'ambiguïté du travail ou de la clarté des rôles et la qualité des liens entre les membres du CE. Donc, pour faire ça, on est allé chercher dans la littérature qu'est-ce qu'on avait comme mesure qui pouvait toucher ces différentes dimensions-là. Et on a fait appel à un comité d'experts pour évaluer la clarté et la pertinence de chacun des items qu'on a retenus. Donc, on avait notre comité d'experts qui étaient des parents qui ont été qui sont membres d'un CE entre 4 et 10 ans, là, la moyenne d'implication et qui sont membres des associations partenaires, comme par exemple la Fédération des comités de parents ou le regroupement des comités de parents autonomes. Donc, on a fait des analyses psychométriques pour s'assurer que on représentait bien ces différentes dimensions-là. Donc, j'ai fait une petite capture d'écran juste pour vous montrer la longueur que ça prenait. Et c'est un outil, dans le fond, que nous, on rend disponible pour que les milieux puissent l'utiliser. Une des premières utilisations, c'est surtout de voir, ben, à la fin de chaque année, le CE pourrait utiliser cette mesure-là pour voir ben, sur quels éléments on veut travailler pour l'année qui s'en vient. Donc, cet outil-là, on a pu l'utiliser par la suite dans la collecte par enquête, qui était plus grande envergure. Et cette enquête-là a été menée, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais on s'est concentré surtout sur l'implication des parents au primaire, qui est le début de leur rôle comme accompagnateur. Euh, pardon, dans la structure scolaire. Donc, ici, on a invité les parents de l'ensemble de la province, dont un enfant fréquentait une école primaire publique, à participer à notre enquête. Donc, ici, on a un peu le déroulement. On a étendu notre collecte sur 2 années scolaires à mesure début d'année, fin d'année scolaire. Et on a eu un succès qui nous a étonnés. On a eu 3255 parents. C'est pas ce qu'on avait planifié du tout. Et l'engouement qu'on a eu nous a amené à faire des choix méthodologiques par la suite parce qu'on voulait, surtout pour les parents du CE, les suivre début, fin d'année. Donc, on a par la suite fait une stratification pour avoir une représentativité des parents qui étaient sollicités au printemps de chaque année. Donc, on a communiqué avec tous les centres de services scolaires. Les partenaires ont aussi été impliqués dans la publicité puis le recrutement des participants. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est beaucoup des personnes qui sont nées au Québec en grande majorité et qui parlent français à la maison. Et en termes des caractéristiques de l'école, on a quand même 797 écoles représentées dans 68 centres de services scolaires et conditions scolaires anglophones. Et on a quand même une belle variété là, en termes de milieux socio-économiques des écoles. Excusez-moi. Donc, en termes pour les parents qui étaient sur un CE, on leur a demandé de nous parler de la composition du CE. Ce qu'on voit, c'est que dans la majorité des CE sur lesquels les 500 quelques parents siègent, c'est surtout composé de femmes avec une plus faible diversité ethnoculturelle au niveau de leur formation. Donc, disons que c'est plus ou moins varié, là. Donc, on a plus de personnes qui ont une formation universitaire, mais quand même aussi en termes de leurs expertises. Nous, on a regardé l'expertise de leur formation, soit en psychologie ou en éducation, ou encore en termes de gouvernance, donc administration, gestion, droit. Et on a quand même une bonne proportion là, dans les 2 grandes catégories de domaines pour la représentation des membres du CE. Donc, une des choses qu'on s'intéressait, c'était de tester un modèle motivationnel de l'implication des parents au CE. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, on voulait voir c'est quoi les motivations initiales à participer au CE. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que
les motivations autonomes, donc plaisir, importance, et les motivations contrôlées, basées sur, disons, une diminution des pressions vécues, il y a une corrélation qui est positive. Ça veut dire que les parents ont tendance à endosser les deux types de motivation de façon, je veux dire, quand même assez similaire, pas exactement la même chose, mais les parents qui s'impliquent au CE pour des raisons autant autonomes que contrôlées vont sentir leurs besoins satisfaits. C'est-à-dire que dans leur implication, ils vont sentir qu'ils ont une autonomie, ils se sentent compétents, ils se sentent liés positivement. Donc, peu importe la qualité de leur motivation, vraiment ce qui ressort, c'est que c'est l'intensité de la motivation qui va faciliter la satisfaction de ces besoins psychologiques, qui en retour nous amène à percevoir le fonctionnement du CE comme étant plus positif. Donc ici, c'est là que notre mesure qu'on a développée nous a servi. Donc, plus mes besoins sont satisfaits comme parent membre du CE, plus je trouve qu'on fonctionne bien comme CE. Et ça prédit nos intentions de continuer l'année suivante. Donc ici, ça, c'était le début de l'année qui prédisait ce qui se passait en cours d'année, donc rendu vers la fin là, de l'année scolaire. Donc ici, ce qu'on réalise, oups, pardon, c'est que on a peu de diversité en termes de composition du CE et que les parents qui s'y impliquent ont tendance à avoir une motivation plus en intensité qu'en qualité. Euh, Leurs motivations sont quand même importantes pour soutenir la satisfaction de leurs besoins psychologiques dans leur rôle. Et quand ils se sentent autonomes, compétents et liés positivement, ben, ils vont évaluer plus positivement le fonctionnement du CE et ils vont souhaiter persévérer. Donc là, par la suite, notre dernier objectif, c'était de mieux comprendre les barrières et les facilitateurs de la participation des parents à la gouvernance scolaire. Donc, pour faire ça, on a eu besoin de développer une mesure, parce que ça n'existait pas, de mesurer à quel point les parents, puis pas juste les membres du CA, là, tous les parents perçoivent des valeurs et des coûts associés à la participation au CA. Donc, on a développé cette mesure-là, on a fait un travail psychométrique et on est capable de mesurer 6 valeurs et 6 coûts à la participation. Ici, je vous ai fait juste une petite capture d'écran de ce que ça a l'air, cette mesure-là, et c'est une mesure que nous, on encourage les milieux qui veulent comprendre pourquoi les parents ne s'investissent pas au CE à administrer à leurs parents. Donc là, ici, je vous ai fait une petite capture. Je comprends qu'on ne voit pas le détail, mais ce que je veux que vous voyez, c'est que quand on mesure les barrières, les facilitateurs, on voit que les valeurs, donc ce que j'ai mis avec le petit rond vert, sont plus fortement endossées que les coûts. Et au niveau des coûts, la petite ligne verte, c'est les parents qui sont au CE. Donc, les coûts sont perçus beaucoup plus élevés pour les parents qui ne sont pas impliqués au CE. À savoir, qu'est-ce qui vient en premier? Ça, c'est une question qui demeure à être étudiée. Donc, la prochaine étape, c'était de voir, OK, là, c'est beaucoup de choses en même temps. Est-ce qu'on a des profils de parents qui peuvent être identifiés sur la base de leur perception des coûts et des valeurs ou des barrières ou des facilitateurs à leur implication. Et on a identifié 3 profils. Donc, le premier profil, celui au milieu, qu'on a appelé les optimistes, c'est les parents qui voient leur engagement de façon positive. Donc, ils perçoivent une grande valeur à l'implication et peu de coûts. Donc, ici, là, si vous voyez ma souris, la ligne 0, là, ce que c'est, ça représente la moyenne. Donc, nos optimistes, c'est ceux qui voient plus de coûts et plus de valeur, pardon, et moins de coûts. Un autre groupe, un autre profil, c'est ce qu'on a appelé les résistants. Donc, c'est des parents qui ont une vision un peu plus négative, qui ressentent des coûts liés à leur implication, surtout en termes d'efforts et de temps nécessaires, et ça va surpasser les avantages perçus qui se situent quand même autour de la moyenne. Et enfin, on a les détachés, et c'est des gens pour qui tout est faible. Dans le fond, ils sont un peu indifférents, ils ne voient pas vraiment de valeur, là, on voit ici, mais ils ne voient pas tant de coûts non plus à participer à un CE. Donc, une fois qu'on a identifié ces profils-là, on s'est demandé, ben, c'est qui ce monde-là?
Donc, les gens qui sont plus détachés au niveau de leurs caractéristiques sociodémographiques, c'est des gens qui sont plus fortunés, qui sont plus éduqués, qui sont encore, leur couple est encore intact. Et c'est majoritairement des gens qui ne sont pas impliqués sur un CE. Et quand on leur demande pourquoi ils ne sont pas impliqués sur le CE, ce qu'on invoque surtout, c'est le manque de temps et le manque d'intérêt à le faire. On a quand même quelques parents dans ce profil-là qui sont membres d'un CE et c'est ceux qui ont une motivation de faible qualité. Donc, plus des motivations ancrées dans les pressions internes ou externes que dans le plaisir, la valorisation. Nos optimistes, c'est des gens qui vont évaluer le climat de l'école comme étant plus positif. C'est des gens aussi qui sont en couple. Puis s'il y en a qui ne sont pas impliqués, c'est beaucoup le manque de temps, le fait qu'ils doivent donner du temps dans d'autres formes d'implication également. Et quand ils sont membres du CE, c'est beaucoup les gens qui sont membres du CE, là, c'est ici qu'on les retrouve. Ils vont avoir une motivation de plus grande qualité et ils vont percevoir qu'ils sont plus efficaces comme CE à traiter leur dossier, à contribuer à l'école. C'est aussi des personnes dont les besoins psychologiques sont plus satisfaits dans leur implication. Et enfin, nos résistants, c'est des gens qui, bon, sont moins fortunés, qui ne sont absolument pas membres d'un CE et qui vont aussi évoquer beaucoup le manque de temps pour ne pas y participer. Quand ils y participent, c'est surtout des motivations contrôlées, d'obligations, de bénéfices apportés et leur besoin d'autonomie est brimé. Donc, ils se sentent contrôlés, ils se sentent incompétents. Donc, en termes de constat, ce qu'on voit, c'est que tous les parents, qui soient membres du CE ou pas, reconnaissent la valeur du CE. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même encourageant. Mais ceux qui ne sont pas au CE vont percevoir beaucoup plus de coûts, qu'ils aient déjà été membres d'un CE ou pas. On a été capable d'identifier 3 profils de parents. Et ce qu'on voit, c'est que les optimistes, c'est ceux qui sont les plus susceptibles de poursuivre leur implication. Les perceptions positives du fonctionnement, c'est important et c'est lié à un meilleur un fonctionnement motivationnel. Donc, il y a plusieurs retombées de cette étude-là. Et d'une part, ce que ça nous permet de faire, c'est pour la première fois d'avoir une meilleure compréhension de l'expérience des membres du CE dans une vision plus élargie du système scolaire, donc pas liée à un CE ou quelques CE, et de mieux comprendre l'aspect motivationnel de l'implication des parents. Donc, pourquoi ils s'investissent, comment ils perçoivent leur autonomie, leurs compétences, leur appartenance sociale, qui sont des mécanismes importants là, pour leur motivation, mais aussi pour leur persévérance. Et aussi d'avoir un portrait de ce que sont les barrières et les facilitateurs de l'implication scolaire des parents. Donc, dans une optique de pouvoir continuer ou augmenter le recrutement et la rétention des parents dans la gouvernance scolaire, c'est des mécanismes là, qui sont importants. On a aussi 2 retombées importantes qui vont aider les milieux, c'est-à-dire des mesures d'une part du fonctionnement du CE, mais aussi des perceptions que les parents ont, des barrières et des facilitateurs à leur participation. Donc, en termes de levier d'action, une des principales pistes qu'on met de l'avant, c'est vraiment l'importance de réduire la perception des coûts que les parents ont de l'implication au CE. Des fois, c'est des informations qui ne sont pas justes et de pouvoir offrir plus d'informations aux parents sur qu'est-ce que ça implique réellement de participer au CE, va peut-être démystifier des coûts qui ne sont pas réellement des coûts et faciliter leur intention ou leur actuelle participation à la gouvernance scolaire. Au niveau de faciliter le fonctionnement du CE, c'est beaucoup ancré dans soutenir l'autonomie, soutenir la compétence, soutenir l'appartenance sociale. Donc, ce qu'on voit dans notre modèle motivationnel, c'est que quand les besoins des parents sont satisfaits, ben, on va avoir un fonctionnement du CE qui est perçu comme étant plus positivement.
il y a beaucoup de ces pistes-là qui sont en lien avec la compétence 10, hein, de collaborer avec la famille, avec les partenaires de la communauté. Donc, c'est des éléments sur lesquels on devrait miser et pour lesquels, malheureusement, le personnel scolaire, le personnel administrateur n'est pas nécessairement formé ou aussi bien outillé qu'ils aimeraient pour soutenir là, cette implication des parents. Donc, comme je vous ai montré, on a une quantité quand même phénoménale de données et on fait juste commencer là, à analyser toutes ces données-là. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour analyser les données et mobiliser les résultats. Donc, une des choses qu'on veut faire, c'est de pouvoir estimer des trajectoires longitudinales du fonctionnement motivationnel des parents qui s'impliquent au CE et pardon, je suis désolée, et de voir est-ce qu'on a des trajectoires qui sont ascendantes, descendantes, constantes et qui se retrouvent dans ces différents patrons longitudinaux. Donc, on a 2 années scolaires à raison de 4 temps de mesure. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir faire des analyses qui sont intéressantes et on a un grand échantillon quand même. Donc, ça nous permet beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. On veut s'intéresser davantage aussi à la composition des CE en termes de diversité ethnoculturelle, socio-économique, j'ai marqué sociodémographique moi aussi, et de faire le lien avec la communauté de l'école, regarder des caractéristiques de l'école versus les caractéristiques du CE et d'essayer de mieux comprendre et prédire le climat de l'école à partir de cet appariement ou cette absence d'appariement et de voir la stabilité et les patrons de fluctuation chez les parents de notre échantillon plus large de 3255, de voir est-ce qu'il y a des changements dans la perception que les parents ont des valeurs et des coûts pour nous permettre d'identifier peut-être des points d'inflexion qui permettraient justement là, des interventions, mais aussi de voir est-ce qu'il y a des caractéristiques des parents, par exemple, le nombre d'enfants, leur situation professionnelle, etc., leur niveau d'éducation et des caractéristiques de l'école qui permettent d'expliquer cette stabilité ou ces points d'inflexion-là. Donc, je vais m'arrêter ici et ouvrir, dans le fond, à toutes vos questions. Et je vous fais une petite screenshot, excusez, je cherche une petite capture d'écran de notre site où on va, au fil du temps, rajouter dans la section des résultats, rajouter là, au fil de nos analyses, mais vous pouvez trouver de l'information sur l'étude à cet endroit. Donc, merci pour ces échanges, encore une fois très riches. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas là, à interpeller les membres de l'équipe hein, qui vont se faire un plaisir de vous répondre. Puis on voit aussi que les idées se poursuivent, que vous allez continuer vos travaux sur le sujet. Donc, on a bien hâte de suivre tout ça. Je vais laisser le mot de la fin à Caroline Bégin, mais je veux juste préciser, je veux remercier tout le monde là, déjà les participants, participantes qui posent des questions très riches, là, qui permettent toujours d'aller plus loin. Nos équipes qui sont venues très nombreuses aujourd'hui pour vous parler là, de leurs travaux. Donc, merci. Puis, je veux vous rappeler que je veux aussi remercier le ministère. J'étais en train de vous oublier, mais tout ça ne serait pas possible sans vous, le ministère de l'Éducation. Merci pour votre soutien à la recherche comme ça. Je rappelle que les présentations vont être accessibles dans quelques jours sur notre page, notre site YouTube du Fonds de recherche du Québec. Vous avez accès également aux rapports qui contiennent plusieurs outils, vous l'avez compris, qui sont téléchargeables gratuitement. Je vous conseille tout à fait là, d'aller les consulter. Puis, je vous demanderai, si vous avez encore quelques minutes à la fin, de répondre à notre sondage là, qui va vous être envoyé tout de suite par la suite. C'est un sondage de satisfaction qui nous permet toujours d'améliorer la formule, d'essayer même de mieux accompagner parfois nos équipes quand c'est possible. Donc, tous les commentaires sont les bienvenus. Merci à vous. Je laisse le mot de la fin à Caroline Bégin. Merci. Moi, je veux tout d'abord vous remercier le Fonds, Karine Gendron, Audrey Asselin, pour toute l'organisation et l'animation de l'activité d'aujourd'hui.
Je veux remercier chaleureusement les chercheuses Geneviève Carpentier et Catherine Rattel et d'avoir amené avec vous aujourd'hui toute votre équipe. C'est tellement apprécié. Donc, pour votre générosité à avoir partagé avec nous les résultats de votre projet de recherche. Je suis convaincue que vos travaux continueront de rayonner et de susciter des réflexions tant au ministère que dans le réseau scolaire. Personnellement, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est qu'il y a différents gestes professionnels, certaines pratiques qui peuvent favoriser l'acquisition et la durabilité des apprentissages effectués tant par les élèves que le personnel scolaire. Et aussi, cette activité d'aujourd'hui m'a permis de mieux comprendre l'expérience et les besoins des parents membres des conseils d'établissement. Donc, mille merci à vous d'être branchés aujourd'hui. On était plus de 200 personnes à s'être inscrites, ce qui témoigne d'un réel intérêt pour la recherche en éducation. Si vous voulez aussi être tenu informé de l'apparition des prochaines activités de transfert ou de la publication d'outils vulgarisés que le ministère conçoit en partenariat avec le CETREC, je vous prie de vous inscrire à notre infolettre qui s'appelle Infotransfert. Audrey va vous donner le lien dans la conversation. Donc, je vous remercie encore pour votre participation, puis je vous souhaite bon appétit.